Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Tous ceux qui ont eu la chance de connaître Salvador Dali dans l'intimité, et nous allons recevoir l'un d'entre eux, insistent sur la dualité de ce grand peintre et disent combien il pouvait être différent en privé du personnage fantasque et volontiers crispant, je vous le concède, jouant devant les journalistes de son image ultra narcissique. Qui était vraiment Salvador Dali ? Eh bien, nous allons nous poser la question. Alors vous avez sous les yeux le hors-série du Figaro intitulé C'était Dali, avec en couverture, si j'ose dire, la moustache de l'artiste. Oui, la célèbre moustache cirée comme une sorte de pointe, mais aussi son regard hallucinant. Ce numéro hors-série m'a servi de guide pour la préparation de notre émission, de même que les archives d'Europe 1, qui sont prodigues en interview du maître. Et il faut dire qu'au fil des années, Dali a réservé à nos micros quelques-unes de ses déclarations les plus fracassantes. Vous allez entendre ça, nous les avons ressorties. Si moi je me compare aux artistes de l'époque glorieuse, de l'époque de Velázquez et de Vermeer, je considère que je suis un très mauvais peintre. Mais si je me compare à mes contemporains, je suis évidemment de beaucoup le meilleur, mais pas parce que je suis très bon, mais tout simplement parce que les autres sont tellement mauvais. Ce n'est pas parce que je suis très bon, mais parce que les autres sont tellement mauvais. La voix de Salvador Dali au téléphone, c'est pour ça qu'on l'entend pas vraiment très bien. C'était sur Europe 1 le 13 août 1972. Et le jugement sévère, implacable du peintre sur cet art contemporain, que pour une grande part lui-même considérait au mieux comme une imposture, au pire comme une déchéance. Alors, pour lui, les seuls maîtres possibles étaient Raphaël, Velázquez et Vermeer. La peinture devait se mesurer à cette aune, se définir par rapport à ses repères. Prenez par exemple le tableau phare du musée de Glasgow en Écosse, acheté à grands frais, ce qui à l'époque a fait d'ailleurs un scandale, très peu de temps après sa création en 1951. Il s'agit d'un Christ en croix, mais sous un angle très inhabituel, inspiré à Dali par un dessin qu'il avait pu voir au monastère des Carmélites de l'Incarnation d'Avila et qui était attribué à Saint Jean de la Croix, donc vers 1550. La croix et le Christ de Dali sont vus d'en haut depuis un point d'observation zénitale qui met en valeur les épaules du supplicié. Pas de clous visibles ni de sang apparent, pas de couronne d'épines ici, mais un Christ athlétique aux cheveux courts, tout en grâce, qui se détache sur les cieux obscurs et qui paraît sombrer, plonger avec sa croix vers un autre ciel, plus lumineux, ciel couleur d'aurore qui domine une vue alors beaucoup plus classique, celle-là, une vue frontale, obéissant donc à une autre perspective, vue de ce qui pourrait être le lac de Tibériade, et s'inspire en fait de la baie de Port Lligat en Catalogne, cette baie familière aux peintres. Nous allons en parler dans un instant. En 1950, expliquait l'auteur, je fis un rêve cosmique dans lequel je vis en couleur l'image d'un triangle qui, dans mon rêve, représente le nucléus de l'atome. On était très peu de temps, évidemment, après la double explosion d'Hiroshima et Nagasaki. Ce nucléus prit par la suite un sens métaphysique, je le considère l'unité même de l'univers, le Christ. Et de fait, Dali insère son Christ de Saint Jean de la Croix dans un triangle nucléique. Il donne à voir, si on veut, une sorte de Christ atomique. Toute sa démarche me paraît dès lors résumée dans ce tableau: fidélité à la tradition et classicisme du dessin, révolution totale des points de vue, inspiration métaphysique très personnelle et volontiers hallucinée. Certains crient au génie, d'autres hurlent à l'imposture. Dali lui-même fait partie des premiers, vous l'avez compris. Vous savez quelles sont les deux choses les plus heureuses qui puissent arriver à un peintre contemporain, demandait-il. Primo, être espagnol, et secondo, s'appeler Dali. Elles me sont arrivées toutes les deux. Et comme il voyait que cette démonstration de narcissisme exacerbé lui assurait la faveur des médias et l'ébahissement des foules, il ajoutait, bon prince, je crois que tout le macrocosmos existe uniquement pour qu'il y ait la vie sur Terre. Du concerto d'Aranjuez, puisque la figure de Dali est à l'honneur aujourd'hui sur votre radio. À tout de suite. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Sur Europe 1, nous vous retrouvons Franck avec vos invités. Jean-Marie Tasset, qui est critique d'art et journaliste. Il a contribué au Figaro Magazine hors série sur Dali. C'était Dali, en partenariat avec Europe 1, on l'a dit. Thierry Dufresne est également avec nous. Il est professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Et puis nous rejoindra tout à l'heure un autre invité, Vladimir Fedorovski. Et oui, évidemment, qui a bien connu Salvador Dali. Bonjour messieurs, merci d'être des nôtres. Alors Jean-Marie Tasset, je me suis beaucoup
beaucoup amusé à lire votre... Je dis amusé parce que il est plein de partis pris, ce Figaro hors série. Ça, c'est bien. On a tellement l'habitude maintenant d'avoir des magazines qui sortent et qui sont parfaitement lisses. Vous êtes aussi peu lisse que l'était le sujet, si je puis dire. Et ça, c'est très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, on peut peut-être commencer par là, c'est que Salvador Dali est né une première fois le 12 octobre 1901. Sauf que ce bébé, dès le mois d'août 1903, est mort. Or, 9 mois plus tard, naît dans cette famille Dali, qui est une famille de notaires aisés de Catalogne, on est à Figueras, naît un deuxième petit garçon qu'on va nommer Salvador. Et alors celui-ci, est bien entendu, étant donné ce qui s'est passé avec le premier, on le choie, on le couve, on l'adore. Ça explique peut-être ce narcissisme énorme du personnage. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que Dali a très longtemps dit, je me suis cru mort longtemps avant de me savoir vivant. Alors, il écrit, et là, il faut revenir à Dali parce que où est la vérité? Avec lui, tout est double. Il dit, voilà, dans ses mémoires, mes parents ont cru que j'étais la réincarnation de mon frère. Et comme il s'est dit, pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir exister, il faut que je sois moi-même. Donc il faut que j'étonne, il faut que je sois le premier. Très petit, voilà. Il devient narcissique, il invente des choses absolument épouvantables. Il raconte qu'il fait pipi dans les tiroirs pour embêter la femme de ménage. Il s'exhibe devant la cuisinière. Et on a l'impression qu'à chacune de ces petites expériences infantiles, il repousse un peu les limites du possible et qu'en vérité, plus rien pour lui. C'est comme si cet homme n'avait pas d'inhibition, en quelque sorte. Il va très loin dans ses expériences diverses. Oui, il va très loin parce que c'est un imaginatif. Il a beaucoup de qualités. Et parmi ses qualités, il est intelligent, il est très imaginatif parce qu'il vit seul. Il est tout seul au milieu, il n'a pas sa sœur, viendra plus tard, mais il est obligé de s'intéresser aux choses de la vie par lui-même. D'où une explication également, une curiosité phénoménale, comme il dit. Il va s'intéresser à Freud, on en parlera plus tard, comme il s'intéressera à la physique, aux mathématiques, aux sciences quantiques, de la même façon. Une curiosité extrême et tous azimuts, et notamment pour tout ce qui relève de l'inconscient. Vous parlez de Freud, Lacan aussi, on connaît ces débats célèbres. Oui. Et alors, ce que je voudrais insister là-dessus, c'est que malgré les polémiques qu'il y a autour, et tant mieux quand il y a polémique, ça veut dire que l'homme est toujours vivant. Dali est le premier peintre à avoir ouvert la peinture, les arts, aux sciences humaines. Jamais avant Dali, on avait ouvert les sciences humaines. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la critique institutionnelle est formée par l'histoire de l'art, mais par les sciences humaines. Vous avez beaucoup de philosophes qui commentent, des sociologues. Vous ne pouvez pas apprécier une œuvre d'art aujourd'hui. Si vous voyez le pape, par exemple, Jean-Paul II, qui est écrasé par une météorite, quand vous le voyez au premier abord, qu'est-ce que vous voyez? Ça a été fait par un Italien qui s'appelle Maurizio Cattelan. C'est une des grandes stars du marché de l'art aujourd'hui. Ce pape, quand vous le voyez sur le plan esthétique, il ressemble plutôt à un sous-produit Saint-Sulpicien. Comment pouvoir considérer ceci comme un chef-d'œuvre? Par le biais des sciences humaines. C'est-à-dire qu'il y a toute une explication autour, il y a un discours. Oui, il y a tout un concept, bien sûr. Oui. Donc, l'esthétique importe plus. Moins, oui. Non, plus du tout. Plus du tout, même pour certains artistes. Oui. Totalement contesté. Et on le verra d'ailleurs. Ce qui est très loin d'être le cas de Dali, on y reviendra tout à l'heure. C'est la semaine des enfants prodiges, puisque nous parlions lundi d'un Aragon qui dictait un roman à l'âge de 6 ans. Dans le cas de Dali, lui aussi, a commencé vraiment très tôt. C'est le moins qu'on puisse dire, Thierry Dufresne. Absolument. Sa mère, d'ailleurs, qui le malheur de perdre assez tôt également, le disait bien. Quand il dessine un lapin, c'est un lapin, etc. L'expérience et la suite de l'histoire a montré qu'il y avait toujours chez lui des doubles images et que parfois un lapin pouvait être aussi un chapeau, hein, comme on le sait, ou toute autre chose. Mais ce côté virtuose, en effet, qui s'explique par cette curiosité, par cette appétence générale, n'empêche qu'il fait ses gammes
avant de trouver véritablement sa voie. Donc, vous voyez, il naît en 1904, il est pratiquement lui-même à partir de 1927-28. Oui, c'est ça. Voyez, donc il y a une longue gestation. Il y a quand même une gestation. C'est un homme qui absorbe beaucoup, mais qui se trouve vers 27-28. Peut-être que nous y reviendrons. De qui a-t-il appris et comment? Nous y venons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. L'exposition Dali, On va vous la faire visiter virtuellement tout à l'heure. Avec vos invités d'ailleurs, on vous retrouvera jusqu'à 14h sur Europe 1. Et là, pour l'instant, nous sommes un peu dans la vie de Dali. J'aimerais qu'on comprenne d'où il vient et comment il a pu en arriver là, si j'ose ainsi m'exprimer. Nous avons vu que c'était un jeune prodige. Il expose dès l'âge de 14-16 ans. Hein, même à 6 ans. Même à 6 ans, la toute première fois. Voilà, à 6 ans, il expose la première fois. Mais il a beaucoup de chance parce que il a autour de lui un homme qui s'appelle Ramon Pichot, qui est un peintre impressionniste espagnol. Et à cette époque, il faut vous dire que l'impressionnisme était considéré comme peinture et œuvre contemporaine. On ne connaissait pas le cubisme à cette époque-là, donc par lui. Alors, son père veut qu'il fasse les Beaux-Arts. Or, au moment où il va entrer aux Beaux-Arts, c'est la mort de sa mère. C'est ça, c'est un événement très dur, ça. Il veut pas. Le père souhaite qu'il fasse les Beaux-Arts parce que Salvador veut être peintre. Oui. Et comme le père est notaire, il a un bon sens. Il lui dit, écoute, tu pourras être peintre, mais en même temps, si tu sors diplômé des Beaux-Arts, tu seras un professeur. Et ça, c'est bien pour la famille. Donc, il accepte. Il accepte d'aller. Il passe très très brillamment d'ailleurs. En 1921. Son examen, malgré la mort de sa mère, qui est une déchirure absolue pour Dali. Ça, il l'a dit, et je crois que c'est la grande cataracte dans sa vie. Oui, et il est profondément sincère. C'est probablement avec la mort peut-être de Lorca et encore vraiment la plus grande peine qu'il ait subie dans sa vie. C'est un personnage assez singulier dès cette époque. Oui. Il se distingue parmi ses camarades. Mais bien sûr. Et quand il arrive aux Beaux-Arts, il veut se distinguer parce que quand vous êtes au milieu de jeunes gens, tout le monde se prend pour un génie. Et quand vous êtes un génie, comment être plus génial que les autres? C'est très simple. Un jour, un de ses professeurs dit, voilà, vous allez me faire cette Vierge qui est en plâtre, puis vous allez faire. Tout le monde présente la Vierge, ouais, c'est très bien, plus ou moins. Dali présente son travail et le professeur est stupéfait. Que voit-il? Il voit une balance. Mais exact, une balance très bien faite. Pourquoi vous avez fait une balance? Parce que je vois la Vierge ainsi, monsieur. Histoire de faire parler un peu déjà. Ouais. Il est très attaché à son apparence, il veut séduire et en même temps, le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas beaucoup d'aventures amoureuses. Alors voilà ce que disait Dali lui-même de sa vie sexuelle. Dali est impuissant. Les Don Juan, c'est à base d'impuissance. La mienne avait été déclenchée par une lecture quand j'étais très jeune d'un acte sexuel qu'on lui prêtait des formes tellement violentes qu'ils m'ont terrifié. Parce qu'il y avait un monsieur qui allait posséder la femme et au moment de la pénétration, il a dit qu'il l'a pénétré avec une telle violence que la femme a craqué comme s'il était une pastèque qu'on pénètre avec un couteau. Alors moi aussi, je me suis regardé mon sexe qui est tout petit et tout ça, et je dis, moi avec ce sexe, jamais je serai capable de faire craquer une femme comme une pastèque. L'inimitable ou très imitable Salvador Dali au micro de Christian Barbier, c'était en 1970. Ça vous fait bien rire, Thierry Dufresne, mais on voit ce caractère surimagé du personnage. Est-ce qu'on constate ça dans ses œuvres de jeunesse, dans la précocité de l'œuvre? Absolument. En fait, c'est un homme, on l'a souvent dit, double, aimanté par deux postulations. Il a, comme Lorca, l'envie d'une peinture... Le poète Federico García Lorca, voilà, qu'il a bien connu. Qu'il a très bien connu, qui fait partie, comme lui, de ce qu'on appelle en Espagne la génération de 27, avec Luis Buñuel. Ils se sont tous rencontrés à la Residencia des Estudiantes de Madrid. Et là, il y a cette postulation vers une poésie précise, puriste, en rapport avec le monde moderne. Donc, ils font une poésie
ou une peinture d'appareil, très liée au purisme. Et puis l'asepsie, parce qu'il a toujours peur des bêtes, justement. Et cette fameuse histoire de l'impuissance, c'est aussi parce que son père avait laissé traîner, comme on faisait souvent dans les familles bourgeoises, un livre qui décrivait toutes les maladies vénériennes pour que le jeune homme ne soit pas tenté. Alors il y a ce côté aseptique, et de l'autre côté, ce qu'il pouvait voir dans la campagne, parce que n'oublions pas qu'il est dans un petit village, à Figueras, une petite ville, il y a de la campagne, il y a des charognes, sur la plage il y a des débris, et il est fasciné par la décomposition, ce qu'il appelle les putréfaits. La putréfaction lui devient un élément lié Eros Thanatos d'une certaine façon. L'asepsie et puis le viol imaginé. Pureté pourriture en quelque sorte. Pureté pourriture, je crois qu'au fond, vous résumez assez bien Dali. Et parfois, les jugements sur lui sont aussi balancés que la fameuse balance qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Alors, il vivait certes en Catalogne, mais son père l'autorise à venir à Paris. Absolument. Où il va d'emblée voir Picasso. Et il lui dit, je suis venu vous voir avant d'aller au Louvre. Et Picasso lui dit, vous avez très bien fait. Ce qu'ils se sont dit... Entre gens modestes. Voilà. Ce qu'ils se sont dit, on ne le sait pas très bien. En tout cas, Dali apporte un petit tableau qui est la jeune fille de Figueras. Et Picasso lui montre un certain nombre de tableaux. Et là, en effet, toute la seconde partie des années 20 est marquée par sa compréhension du cubisme. Et je dirais que c'est un peintre cubiste très, très intéressant. Il reviendra en 1928. Oui. C'est ça. Après. 29, juste pour présenter l'âge d'or. Alors, le chez Andalou. Voilà, là on est en plein surréalisme, justement, où il a été introduit par Miro. Il va rencontrer Breton, Éluard, Soupeau, Magritte. Et parmi ceux qu'il rencontre dans cette constellation surréaliste, il y a évidemment la femme de Paul Éluard à l'époque, Gala. Nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit qui revient maintenant sur Europe 1 sur les inséparables, Salvador Dali et Gala, Franck. Cette ogresse brune aux épaules larges, aux cuisses fuselées, aux mains et à la bouche de prédatrice, qui parle peu et sourit rarement, a jeté son dévolu sur des proies d'exception, écrit Dominique Bonnat dans ce numéro hors série du Figaro. Né en 1894 à Kazan, d'où sont originaires, décidément, on parlait des Atriolets, vous voyez le parallélisme, d'où sont originaires les femmes réputées les plus belles et les plus voluptueuses de l'Orient, nous dit Dominique Bonnat, cette Russe orthodoxe, qui ne se sépare jamais de ses icônes et les trimballe dans ses valises, calées parmi des paquets de dollars, est probablement l'une des grandes amoureuses de tous les temps, mais une amoureuse d'un type particulier. À la manière de l'araignée, sombre et silencieuse, elle enveloppe ses amants dans sa gangue et les tient bien serrés, se nourrissant de leur suc autant qu'elle les nourrit du sien. C'est une mamante, pour reprendre le mot inventé par l'écrivain Guy Dupré, une muse maternante, à la fois excitante et sévère. Cette Gala, qui va entrer dans la vie de Salvador Dali à l'été 1929. À l'époque, il a 25 ans, elle en a déjà 35. Cette Gala est un personnage qui fait partie intégrante de la vie du maître lui-même. On ne peut pas vraiment les séparer. À l'époque, celle qu'on appelle la Russe dans le cercle des surréalistes est l'épouse de Paul Éluard et la maîtresse de Max Ernst, avec lequel elle vient de vivre une liaison torride, lyrique. Et elle est là avec leur fille Cécile, puisqu'elle accompagne son poète de mari. Ils sont évidemment au bord de la rupture à ce moment-là. Elle l'accompagne dans sa convalescence estivale à Cadaqués. Il faut dire que les Éluard ont rencontré Dali quelques semaines plus tôt seulement à Paris. Et c'est là, dans ce décor dépouillé, sublime, fait pour accueillir des histoires dignes de l'Olympe, c'est là qu'a lieu le coup de foudre. Alors, pas tout de suite, puisqu'au début du séjour, Gala Éluard trouve Salvador insupportable et antipathique. Ce qui veut dire que finalement, il ne la laisse pas du tout indifférente. C'est ça l'essentiel de l'affaire. Elle rendra les armes devant la jeunesse de Dali, nous dit Dominique Bonnat, devant ses yeux de jet, ses éclats de rire phénoménaux et son accent où roulent des cailloux. Dès le premier jour, il la considère comme une reine ou une impératrice. Elle règne et régnera pour les siècles des siècles. À sa question de chevalier servant, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» La moins mièvre des muses, allongée sur un rocher brûlant, répond « Je veux que vous me fassiez crever ». Paul Éluard, effacé, repart seul avec sa fille. Désormais, Gala n'est plus au monde que pour Dali. Ce qui est en train de naître
en cette aube des années 30 si friand de romance, c'est un des couples les plus en vue du siècle. Vous savez, j'ai à l'esprit la photo célèbre où on les voit tous les deux serrés l'un contre l'autre sur le pont du célèbre paquebot Normandie qui venait d'être inauguré à l'époque. Ils fuient tous deux l'Europe et la guerre pour aller partager en Virginie puis à New York la vie de milliardaires, spectateurs ravis de leurs excentricités, enfin plutôt des excentricités de Salvador. Pour ce qui est de Gala, elle n'est guère prodigue des siennes en public. Ce qui la charme, a écrit de son côté Jean-Paul Enthoven, ce qui la charme dans ce nouveau gibier, c'est sa virginité. Non, Dali n'avait pas été l'amant de Garcia Lorca, et ses cauchemars tout emplis d'insectes et de religiosité baroque. Pour une muse de son envergure, c'est le terrain parfait, la tabula rasa sexuelle, à peine encombrée de quelques arrière-mondes devant lesquels elle montera la garde pendant un demi-siècle. De plus, ce Dali, elle l'achète alors qu'il ne vaut rien. Grand discernement de Gala. Cette muse avait un flair de tycoon, ce qui la distingue à jamais des femmes fatales ordinaires qui ne s'ébrouent que devant des pactoles déjà en caisse. Elle s'assure donc que Dali n'a que des fantasmes ordinaires. Dali, jure-moi que tu n'es pas coprophage, lui demande-t-elle. Et elle scelle leur fusion-acquisition. Mon petit, nous n'allons plus nous quitter. Elle sera béatifiée en retour par son mâle soumis. Et c'est vrai qu'à partir de là, l'œuvre, la vie, l'espèce de temple verbal que peu à peu Dali va dresser à son intention deviennent célèbres. Elle devient la muse véritablement. Alors, une muse très intéressée évidemment. Femme d'argent au regard dur et souvent rare, commente Dominique Bonnat. Femme qui semble ignorer la douceur, enfermée dans son rôle ingrat d'épouse gardienne du trésor, elle se taille une réputation de femme sans cœur et n'entreprend rien pour améliorer son image. Les Dali vont beaucoup occuper évidemment la presse dans toutes les années de l'après-guerre, mais avec le temps, peu à peu, on voit une Gala qui se crispe davantage, qui craint la maladie et qui craint la pauvreté, ce qui l'amène à se promener constamment avec 2 mallettes, une pleine de médicaments et l'autre, dit-on, pleine de dollars. Dali continue à faire d'elle sa muse, il la peint en Sainte Vierge ou en Hélène de Troie. Peu à peu, elle va renoncer aux mondanités. Vous savez que sur le tard, elle se fera remplacer par une jeune fille qui est devenue très célèbre comme chanteuse, par Amanda Lear, évidemment. De son côté, on peut dire que Gala devient une sorte de mythe, de légende. Elle a, de son côté, elle a eu une aventure avec Jeff Fennolt, qui était jeune acteur américain, héros de Jésus-Christ Superstar, mais globalement, elle domine la vie de Salvador sans plus en faire directement partie. Elle meurt en 1982 et on peut dire que les 7 années qui restent à vivre à Salvador Dali à partir de là ne sont plus que 7 années de... Du concerto d'Aranjuez de Dali et de Gala, on en reparle dans un court instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et je vous rappelle que la figure de Dali est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1, Franck. Alors nous venons de parler de Gala en quelques mots seulement, mais quel personnage évidemment. Ils se sont mariés civilement en 1934 et il y aura un mariage religieux en 1958, mais qui précède de peu une brouille qui n'ira que de mal en pis. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour, avec mon accent. Merci d'être... Vous savez, je vais vous dire, je vais commencer par l'accent, parce que à l'époque, quand je voyais Dali dans les années 70, je parlais avec moins d'accent. Et il m'a donné 2 conseils formidables. Il a dit, gardez, cultivez votre accent. C'est votre différence. Cultivez. Je le suis, d'une part, comme je suis d'origine russe, et après, il m'a donné une phrase qui me revenait souvent. Il disait, parlez de moi, et dites même du bien. Et ça me revient souvent quand on parle de Dali. Aujourd'hui, c'est un petit conseil peut-être pour les critiques d'art d'aujourd'hui, parce qu'on parle de Dali et parfois on peut même dire du bien de Dali. Oui. Alors à l'époque, vous êtes jeune diplomate de l'ambassade soviétique à Paris. Oui, j'étais attaché culturel de l'ambassade soviétique. Et vous rencontriez Salvador et Gala Dali. On est dans les années 77, 18 par là. Tout à fait. Il y avait plusieurs raisons. À l'époque, j'étais passionné de surréalistes. Franchement, j'ai collectionné le surréalisme. Je connaissais bien. On a parlé de moi avec lui. Et finalement, j'ai reçu un coup de fil et c'était la première rencontre, c'était l'hôtel Meurice, leur suite.
Et avec sa réputation, vous avez parlé de dualité, je vous confirme ça complètement. J'ai dit, ce sera un cirque absolument épouvantable. Et je viens, et je dois vous dire, ils ont été d'une douceur absolument étonnante. Et on a parlé de la poésie de Saint-Pétersbourg, parce que Gala, il était marqué beaucoup, il aimait beaucoup Saint-Pétersbourg. On disait Leningrad à l'époque. Leningrad à l'époque, il disait toujours Saint-Pétersbourg. Et ses copines d'enfance, vous le savez bien, c'est la famille, la sœur et la grande poétesse, une des plus grandes poétesses que la Terre a connue. Vous ne la connaissez pas nécessairement. Elle s'appelle Marina Tsvetaeva, qui est une poétesse, une très grande poétesse. Et elle était marquée par ces choses-là. Et Dali m'a demandé... Et lui, il parlait russe aussi? Non, il faisait semblant. Il ne parlait pas. Il faisait semblant, parlait russe, mais il me demandait lire les poésies. Et on a parlé des choses très pointues. Vraiment de leurs rêves, de revenir. On évitait franchement à l'époque la politique. Quand même, je lui ai posé la question, mais pourquoi Lénine? Il a dit, Lénine, c'est le plus grand surréaliste de la politique. C'est lui. Pour danser, vous savez, avec le piano. Tout ça, ça s'est passé comme ça. Et après, on se voyait assez régulièrement, il faut dire, pour parler russe de ça et d'autres choses. Il y avait une sorte de rêve pour revenir pour Gala à Saint-Pétersbourg. Vous parlez de Gala dur. C'est assez étonnant parce que finalement, j'ai pas l'impression c'est vrai qu'il y avait ce côté lucratif, très pragmatique. Rien, je vais vous raconter parce que pour l'exposition, elle tenait beaucoup et que Dali soit exposé là-bas. Si vous voulez qu'on donne un tableau à l'Ermitage, il n'y a pas de problème, on s'arrange. C'est-à-dire, elle disait déjà comme pragmatique, c'est vrai, mais cela dit, il y avait quand même... C'était bien elle qui gérait les affaires, on est d'accord. C'est-à-dire que lui était dans la création pure. Évidemment. Et tout le côté matériel des choses. Évidemment, le dollar, ça c'est la vérité. La vérité, mais simplement dans les conversations, ça me revient. Je faisais même les notes à l'époque et avant de venir, j'ai relu tout ça. Et je dois vous dire que ça m'étonne, ça revenait à la grande littérature. Il était très cultivé, connaissait vraiment très bien la littérature. Avec une culture très pointue, très pointue, dire, hein, c'est-à-dire que c'était pas seulement du vernis, loin de là. Absolument, hein. Complètement. Il pointu ce qui m'a étonné en l'occurrence, c'est vraiment les choses très intéressantes sur le début du siècle, c'est les années 10 russes, le siècle d'argent, ça s'appelait, pas d'argent dans le style de Gala, mais le métal. Les choses comme ça. Et après, ce désir de Gala de retrouver les racines pour elle, on a parlé de l'argent. Il faut comprendre. Je lui dois aussi une idée que je réalisais plus tard, parce que dans la première rencontre, elle m'a dit « J'ai signé les hommes, comme les autres signent les œuvres. » Ah, c'est incroyable, ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, elle se prenait. Elle avait une véritable galerie. Évidemment, comme j'étais quand même, à l'époque, j'étais quand même assez audacieux, j'ai dit, Gala, mais comment ça s'est passé? Il est détrompé, vous, c'est Éluard qui m'a mis dans les lits des autres. C'est pas par hasard. Moi, j'étais très pur au début. Ça s'est commencé à peu près parce qu'il aimait tout ça, etc. Mais, en Gala aussi, il faut comprendre cette notion des égéries. Et je parle vous avez parlé l'autre jour de l'autre égérie d'Elsa Triolet. Les égéries, il faut comprendre que ces femmes-là, ils ont connu les choses absolument épouvantables. Et oui. Rien que le destin par exemple, de cette copine de Gala, Tsvetaeva, les gens se suicidaient, goulag, des millions de morts. Et elle a connu aussi les Russes désargentés. Elle était hantée aussi par l'expérience de l'émigration russe. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas seulement peur d'une pauvreté à venir éventuelle, elle se rappelait surtout celle qu'elle avait subie. Et celle qui a subi d'autres égéries. Il ne faut pas d'autres femmes qui ont été dans le dénouement. Et ça c'est évidemment... ça m'a évidemment marqué, mais le conseil et l'accent, je garde pour toujours. Mais gardez-le. Et d'un accent à l'autre, je vous propose de réentendre l'accent de Salvador Dali. Il nous parle, on est toujours au micro de Christian Barbier sur Europe en 1970, je crois qu'il parle de voiture. Tout ce qui est mécanique ne me plaît pas. Et d'habitude, quand quelqu'un a du succès, surtout un peintre, c'est quand il achète un automobile. Mais moi, j'ai préféré, au lieu d'automobile, je préfère de beaucoup un char de triomphe. Et au lieu d'un chauffeur stylé, je préfère avoir
une reine qui conduise mon char de triomphe. Et cette reine, c'est ma femme, Gala. Vous avez parfaitement raison, Jean-Marie Tasset. Il faut redire dans le micro ce que vous nous disiez pendant que parlait Salvador Dali. C'est-à-dire que cet humour, ce ton décalé, ces exagérations extravagantes qui vont faire bientôt le régal des journalistes, bien entendu, puisqu'il était le seul à oser aller aussi loin. En fait, ça procède d'une véritable démarche artistique et philosophique, en fait. Absolument, absolument. Et cet humour qui est cultivé, d'ailleurs regardez un peintre comme Magritte, il a beaucoup d'humour quand il dit cette pipe n'est pas une pipe et ainsi de suite. Il y a quand même de l'humour avec les fantasmes, etc. Et d'où vient cet humour ? Eh bien d'un homme qui est un peu gris, qui ressemble plutôt à un petit notaire et qui s'appelle Marcel Duchamp. Qui a eu le plus d'humour, mais un humour froid, que Marcel Duchamp ? Dali peut-être. Et d'ailleurs, ils feront une œuvre ensemble, la fameuse Vénus à tiroir. Dali imaginera la Vénus et Marcel Duchamp la réalisera la Vénus. Franck Ferrand sur Europe 1. Jean-Marie Tasset, vous nous disiez encore à l'instant que je suis obligé de vous faire redire ce que vous nous dites dans les intermèdes parce que c'est très passionnant que Dali est le seul artiste contemporain qui ait cette dimension grand public et qui soit un passeur en quelque sorte. Absolument. Il a la célébrité que peut avoir une star de showbiz, une rockstar. Il est absolument le seul. Il n'y a pas d'équivalent. D'ailleurs, le Centre Pompidou avait en 1979 accueilli 900 000 personnes malgré une grève de 3 semaines. Oui, c'est vrai. Oui, 3 semaines. C'était l'exposition la plus forte ayant attiré le plus de monde après Toutankhamon. Et on se rappelle pour le coup les déclarations qu'avait pu faire Dali à l'époque, c'était pas triste, je me rappelle. Je suis un petit lézard, disait-il. On n'a jamais trop compris pourquoi. Enfin, c'était réaliste probablement. Il avait soutenu les grévistes. Alors, oui, bien sûr. Alors, un mot des messages qui nous arrivent via Internet, notamment à propos de cette histoire de Catalogne et d'Espagne. Je vous avoue que je n'ai pas fait très attention aux termes que j'allais employer. Si j'allais dire catalan ou espagnol. Certes, Dali était catalan, mais il n'en était pas moins espagnol. Certes, Dali était espagnol, mais il n'en était pas moins catalan. Il faut dire que, évidemment, il y a cette période de sa vie qui est assez controversée. C'est son rapport par rapport au général Franco et au franquisme. Tout à fait. Thierry Dufresne. Tout à fait. Donc, je reviens quand même sur votre catalan et espagnol. Parce qu'en effet, lors de sa mort, en 89, on découvre le testament et il lègue son œuvre à l'État espagnol et pas à la Catalogne. Mais George Samprun jugera très habilement qu'il faut... Le ministre de la Culture de l'époque jugera qu'il faut répartir. Et c'est ce qui est le cas. Aujourd'hui, une partie de l'œuvre est à Reina Sofia, qui est le partenaire Madrid, de notre exposition à Madrid, et l'autre est au Théâtre-Musée, à la Fondation de Figueras. Alors, revenons sur cette affaire de la guerre d'Espagne, dont Dali a dit lui-même que ça avait été un traumatisme, parce que lui qui était très attaché à sa Catalogne, n'avait pu y remettre les pieds pendant toute cette période. Il avait des nouvelles, sa maison avait été largement endommagée, sa sœur avait été agressée, et donc il a eu toujours, lui qui n'était pas très courageux, je crois qu'on peut le dire, il n'était pas comme Picasso ou comme Miro, voilà, l'homme d'une seule idée, il était relativiste d'une certaine façon, et du coup il a été traumatisé par cette période-là. Ensuite, il y a eu la guerre et il part aux États-Unis où il reste jusqu'en 48. Et donc, quand il revient avec une nostalgie énorme de l'Espagne, eh bien, il se réinstalle à Portligat, dans cette maison qu'il va considérablement agrandir, qui était au départ une cabane de pêcheurs. Et là, évidemment, c'est une Espagne qui est dominée par le général Franco. Alors, s'il n'a pas été phalangiste, s'il n'a pas été un adhérent au franquisme, il a néanmoins apporté une caution personnelle à Franco. Et ça, je crois qu'on le dit très nettement dans l'exposition. C'est absolument certain. Il a notamment, en 1975, dit une chose terrible, qui était de soutenir des exécutions de militants basques. En revanche, ce que je veux dire, c'est qu'il a dû, pour vivre en Espagne,
avalé un certain nombre de choses. Et il était plutôt monarchiste, je crois qu'il faut le dire, que franquiste, parce qu'il a toujours pensé que la monarchie était un système pour réconcilier les idéologies affrontées. D'un mot, Vladimir. Il y a aussi l'affaire de Picasso. Une fois, ils m'ont dit que le Picasso était communiste, je ne pouvais pas faire autrement. C'est aussi une sorte de... Justement, Vladimir, le fait qu'il soit monarchiste, soit franquiste, ça faisait pas plaisir à Moscou à l'époque, évidemment. Ah, mais il était interdit complètement à Moscou quand je l'ai fréquenté. Et après, vraiment ma fierté, avec cette affaire, vous vous souvenez, de la perestroïka, quand on a commencé à faire l'ouverture, j'ai pu faire le revenir Roudy, Nureyev, et ma grande fierté, c'est l'organisation d'une exposition surréaliste cette fois-ci, vraiment. Là-bas, à Saint-Pétersbourg. C'était en 87, ça. Tout à fait. Et à Moscou. Et les gens, plusieurs nuits, les gens, vous dites, la pluie, là-bas, c'était très froid. Et les gens gardaient pour voir Dali. C'était vraiment l'ouverture. Un peu de revanche, je dirais, de l'art sur la politique. Alors Thierry Dufresne, une autre exposition va attirer les foules, jour et nuit, j'imagine. Nous l'espérons. Elle s'ouvre aujourd'hui. Elle s'ouvre aujourd'hui, et donc je ne sais pas si on atteindra ce chiffre mythique des 840 000, 840 000. Mais c'était une époque aussi où dans les musées, il y 79, avait... ça. Oui, 79, il n'y avait pas ces consignes de sécurité et ces jauges. Donc il est probable. On faisait entrer les gens plus facilement. Voilà, on faisait entrer les gens plus facilement. Mais enfin, on n'est pas là pour faire du chiffre. On est là surtout, en effet, ça a été dit à plusieurs reprises, pour faire redécouvrir un artiste qui, depuis 32 ans, à cause du fait précisément de ce souvenir franquiste et d'autre part d'une image un petit peu catastrophique pour certains du monde de l'art ou l'intelligentsia, parce qu'on considérait un peu comme le père du anything goes, du n'importe quoi, l'inspirateur de Jeff Koons, de Damien Hirst, qu'on a dit, et du coup, on a eu le sentiment qu'au fond, Dali avait été le père d'une sorte d'ouverture de l'art vers le n'importe quoi. Et nous, surtout, ce qu'on veut montrer, c'est que peut-être Picasso était-il un plus grand peintre, c'est encore à voir, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que Duchamp et Dali ont été de plus grands artistes, au sens où ils ont ouvert considérablement l'œil du public, le cerveau du public, à la fois vers la sphère économique et sociale, vers la politique, vers les médias, vers les sciences, car ça a été dit, nous on a été frappés de voir sa bibliothèque. C'était un homme qui écrivait, qui annotait. Moi je me souviens d'une édition de Proust où il avait mis en marge, bravo, c'est exactement ça, c'est le temps etc. Donc c'est donc un artiste que nous voulons faire redécouvrir avec sa complexité que nous nions pas. Nous employons souvent le terme de double, mais avec aussi toutes les œuvres, toutes les portes qu'il a ouvertes, et c'est ce qui explique. On me demande souvent pourquoi Dali intéresse-t-il, et moi je réponds en boutade un peu dalinienne, tout simplement parce qu'il est intéressant. Il est intéressant parce que vous n'êtes jamais sommé d'admirer, comme parfois chez certains artistes, mais vous entrez dans le tableau, votre cerveau est en éveil. Vous y entrez facilement. Alors après, ce qu'on y découvre n'est peut-être pas facile, mais en tout cas, on y entre facilement. Voilà, on est conduit à chaque fois d'une chose à l'autre. Merci beaucoup Thierry Dufresne. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une très belle biographie qui s'appelle Salvador Dali, double image, double vie chez Azan. Je pense qu'on l'a assez bien montré aujourd'hui, et même si nous n'avons pas, loin s'en faut, les moyens du Musée national d'art moderne, nous avons essayé de vous faire comprendre que derrière le provocateur et le ludion, il y a évidemment un très grand artiste. Le numéro hors série du Figaro, c'était Dali, et dans les kiosques. Et merci beaucoup à Jean-Marie Tasset d'être venu nous en parler. Vous êtes un des collaborateurs, mais il y a de grandes plumes dans ce numéro. Bravo, c'est un bel exemplaire. Et puis merci à Vladimir qui est chez lui ici, il le sait très bien, et qui nous a parlé de Gala et de Salvador de façon personnelle. Et le triomphe de l'art sur le bien-pensant, vous savez, c'est merveilleux. Allez.